Bienvenue à tous. Nous sommes vendredi 7 novembre. Le Maroc vient de célébrer le 50e anniversaire de la Marche verte, ce serment d'un peuple uni derrière son roi pour réaffirmer devant l'histoire son droit et son âme. 50 ans plus tard, ce lien de fidélité s'est transformé en souveraineté consolidée. Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU vote une résolution historique, la résolution 2797, qui non seulement reconnaît la marocanité du Sahara, mais consacre le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme unique solution réaliste pour résoudre une fois pour toutes ce différend de manière durable, une solution donc politique. Et ce jour-là, le monde n'a pas accordé un droit au Maroc, le monde a reconnu une évidence, celle d'un royaume constant, patient et surtout cohérent. Et parce que chaque génération inscrit sa marque dans le temps, Sa Majesté le roi Mohamed VI a décrété le 31 octobre comme fête nationale Eid al-Wahda, la fête de l'unité, première fête nationale créée depuis plus de 40 ans, un symbole fort, celui d'un Maroc uni dans sa souveraineté, dans sa diversité, ferme dans sa démocratie, solide dans ses institutions et apaisé dans sa légitimité. Et c'est ici, à Laayoune, capitale du sud marocain, que ce temps prend forme. Les ports, les routes, les universités, les zones industrielles, ce ne sont pas que de simples chantiers, ce sont des actes de souveraineté, les preuves silencieuses d'une action, d'une nation qui avance sans fracas, mais avec méthode. Là où d'autres certains ont choisi plutôt la confrontation, le Maroc a choisi la construction. Là où certains ont cherché la visibilité, le Maroc a préféré l'efficacité et la paix. 50 ans après la Marche verte, le Maroc n'a plus à prouver, il incarne. Il incarne la victoire du temps sur le tumulte, de la sagesse sur la réaction, de la démocratie sur la démagogie. Et de l'Ayoun ad-Dakhla, du désert à l'Atlantique, la marche continue, calme, sûre, confiante. Non plus pour reconquérir un territoire, mais pour honorer une histoire avec un grand H, bâtir un avenir et mériter une éternité. J'accueille pour cette émission spéciale depuis l'Ayoun mes deux invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aménagé dans cette belle médiathèque de l'Ayoun un membre du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, Mohamed Talb. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. Largement partagé. J'ai également avec moi aujourd'hui l'urbaniste, écrivain et surtout grand curieux du patrimoine historique du royaume de Tanja, Al-Gouira, Rachid Boufous. Bienvenue à vous parmi nous sur ce plateau de Média TV ici à Laayoune. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Alors vous êtes ici à Laayoune puisque nous sommes là. Vous êtes ici non seulement pour célébrer cette journée historique, ce cinquantenaire de la Marche verte, mais vous êtes ici parce que vous êtes appelé à honorer une mission professionnelle. Tout à fait, c'est une mission que j'ai démarrée il y a une vingtaine d'années où je suis venu travailler donc ici au Sahara, donc à l'appel de plusieurs administrations. Aujourd'hui, je reviens avec plaisir pour lancer la construction d'un hôtel 5 étoiles à Laayoune. Donc, dont les travaux ont été lancés ce matin par M. Louali de la région Saqi al-Hamra. Oui, c'est ça. Et par Monsieur le maire de Laayoune, c'est Hamdi Ould Rachid, le président de la région. Donc c'est une nouvelle aventure qui démarre. Donc de manière ininterrompue, nous contribuons en tant qu'architectes au développement de nos provinces sahariennes. Voilà, et nous répondons à l'appel du pays, de la nation, de Sa Majesté à venir travailler justement et développer ces régions qui nous sont chères. Alors, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans son discours historique, il faut le dire, ce 31 octobre, juste après le vote, ce tournant historique dans le dossier du Sahara, juste après le vote au Conseil de sécurité de l'ONU, Sa Majesté le roi exprimait d'abord son satisfecit avec son peuple, mais surtout
il disait qu'il y avait un avant et après 2025, 31 octobre 2025. Il y a aussi un avant et après le 6 novembre 1975. Peut-être un petit rappel d'abord historique, un avant-après 6 novembre 1975, Mohamed Taleb. Oui, effectivement, le discours de Sa Majesté vient réconforter un petit peu le peuple marocain. Sa Majesté qui était toujours aidé par l'unanimité du peuple marocain autour de cette question de l'intégrité territoriale. Et c'est un très bon discours pour faire épouser aux Marocains qui ont patienté pendant des années, 50 ans, de patience stratégique et aussi de travail. Les Marocains n'ont pas croisé les bras durant ces 50 ans. Donc après le conflit armé, après les escarmouches, etc. Alors le travail n'a jamais arrêté. Toute la région était en chantier. Donc on avait à tout rebâtir dans une région qui a été démunie de tout, dans laquelle il n'y avait rien. Les Espagnols, comme connu, ce n'est pas des colonisateurs bâtisseurs, pas comme les autres types de colonisateurs. Ils n'ont rien laissé dans la région, sauf quelques sites qui sont très connus dans la région. Et c'était le premier défi, c'est de bâtir des villes dans un environnement qui est très très hostile, dans le désert. Donc le premier atout, c'était l'eau potable, c'était l'électrification, c'était les écoles, c'était les hôpitaux. Donc toutes les infrastructures nécessaires pour décloisonner cette région qui souffrait de déficit en matière de développement durant les années de colonisation espagnole. Donc la marche verte, vraiment, c'était un tournant dans l'histoire, surtout des gens de ma génération. On a vécu ces moments. On a toujours le son de Feu Hassan II dans nos oreilles pendant son fameux discours de l'annonce de l'organisation de cette marche et toute cette épopée qu'on a vécue. Et c'était un autre Maroc qui a commencé. Aujourd'hui, on est à 50 ans. Sa Majesté Mohamed VI, toujours dans la même optique, dans la même philosophie des rois bâtisseurs du Nouveau Maroc. Donc il vient clore une page, il va ouvrir une autre page dans cette région, réconforté par, comme je viens de dire, l'unanimité du peuple marocain autour de cette question, la confiance des Marocains dans leur cause, et aussi ils sont réconfortés maintenant par cette décision, par cette résolution historique du Conseil de sécurité qui a rendu justice au Maroc et à la cause marocaine, et un fin d'arrêt pour toutes les manigances, pour tout ce que nous avons enduré durant ces 50 années de manigance diplomatique, aussi de sabotage par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, on est réconforté par la clairvoyance de Sa Majesté qui a pu mener cette barque de l'unité nationale. Et ce n'est pas un hasard de voir le discours de Sa Majesté et le décret d'une nouvelle fête pour les Marocains qui est la fête de l'unité, qui coïncide avec le 31 octobre, à quelques jours des 50 ans de la Marche verte. Exact. Rachid Boufous, vous qui êtes un grand admirateur de l'histoire avec un grand H, quelles sont ces dates qui auront marqué cette terre sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Nous avons été spoliés de cette terre à plusieurs reprises, notamment une première fois en 1884 par les Espagnols, qui se sont installés indûment, soi-disant pour ouvrir une pêcherie à Dakhla, mais qui ont vite se sont étalés sur ce territoire. Le Maroc, dès cette époque, dès 1884, dès l'installation des premiers Espagnols, a notamment envoyé des missives à travers, par Moulay Hassan Ier, sultan du XIXe siècle, pour dénoncer justement cette présence étrangère sur des terres marocaines. Donc il y aura encore des spoliations au début du XXe siècle, 1902, 1905, 1912.
1934, 1952 et ainsi de suite. Donc nous avons vécu vraiment des moments très difficiles au cours desquels les sultans marocains et rois du Maroc n'ont jamais cessé de dénoncer toutes ces tentatives de nous priver de nos terres, donc du Sahara. Tout ça, la communauté internationale le sait et le savait, et nous en avons apporté les preuves, notamment lors de la saisine de la Cour internationale de justice en 1975. En mai 1975, par Sa Majesté, Feu Sa Majesté Hassan II, où nous avons apporté les preuves de la marocanité de ce territoire. Depuis des millénaires, les Marocains sont là. Les grandes tribus Sanahaja qui sont parties de Mauritanie, dont je fais partie parce que moi-même je suis un Sanahaji. Et vous arborez fièrement. Tout à fait, c'est notre habit traditionnel. Ce sont mes ancêtres qui sont partis de Mauritanie pour conquérir l'Andalousie avec l'empire almoravide il y a 1000 ans déjà. Donc c'est le plus grand empire de l'histoire du Maroc, personnalisé par Youssef Ben Tachfine et par Zine Ben Zawiya. Donc, à travers les âges, tous ces territoires n'ont jamais cessé d'être marocains. Même aujourd'hui, dans la partie orientale du Maroc, toutes les oasis, donc de Tidikel, du Gourara, de Ain Saleh, de Tamnaras, de Berchar, ont toujours été marocaines. Et cela, ni l'histoire, ni les puissances colonisatrices ne peuvent l'ignorer. Mais toujours est-il que nous étions dans un prisme colonialiste différent. Aujourd'hui, la voie de la vérité, la voie de l'histoire, la voie de la mémoire triomphe. Elle a triomphé le 31 octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies, où sur 15 membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité, on a eu 11 voix pour l'autonomie dans les territoires du Sahara sous souveraineté marocaine. Et cela dénote justement que le Maroc a toujours été dans son bon droit, de réclamer son bon droit afin de rattacher ces territoires injustement spoliés durant des siècles, pour ne pas dire des décennies, par des puissances colonisatrices. On pourrait dire, alhamdoulilah, ça dénote d'un avenir meilleur. Et encore une fois, le Maroc, dans ce territoire, depuis 1975, a toujours veillé à ce que les populations locales puissent bénéficier des richesses de ce territoire. Et j'en suis témoin depuis 20 ans, non seulement sur les investissements étatiques qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui dans nos régions du Sahara que dans les autres régions du Maroc, mais je peux être témoin aussi que les richesses de ce territoire ont toujours bénéficié aux populations. Preuve à l'appui, moi j'ai construit des villages de pêche et je sais que les licences de pêche, ce sont les populations qui en profitent et je peux en parler en connaissance de cause. Donc le Maroc aujourd'hui fête ce retour donc, vers la vérité de son bon droit donc, dans ce territoire millénaire. Et je vous rappelle encore une fois sur les 7 dynasties qui ont régné au Maroc depuis l'époque de Jules César, 4 sont originaires de ce Sahara. Donc ce Sahara, c'est notre ADN. Et on ne peut rien contre notre ADN parce qu'il est en nous, en nous-mêmes, nous le portons tous et nous pouvons en être fiers et que chaque Marocain peut être fier que ce territoire appartienne au Maroc et revienne de droit au Maroc. Alors, justement, parce que ceci est effectivement notre histoire, nous la connaissons en tant que Marocains. Un des rôles, pourquoi j'ai commencé avec l'histoire, la mémoire, c'est un des rôles aussi du Corcas, du Conseil royal consultatif sur les affaires sahariennes, Mohamed Taleb, c'est la mémoire et la diplomatie, n'est-ce pas? Comment faire entendre ce narratif dans la froideur des institutions internationales? L'institution du Conseil royal consultatif pour les affaires du Sahara, depuis son installation par Sa Majesté, alors, de toute façon, c'était un nouveau mandat parce qu'il y avait la première version de ce même conseil depuis l'ère Hassan II, que Dieu les en sainte miséricorde. Et avec ce nouveau mandat, de par sa constitution, c'est un conseil qui offre une diversité extraordinaire vu qu'il y a une représentativité de toutes les sensibilités de la société sahraoui, des chefs de tribus, des élus, des politiques et de la société civile.
essentiellement les femmes et les jeunes. Il y avait même une commission en charge de la culture et du patrimoine, et qui ont fait de l'excellent travail, vu que c'était des spécialistes qui étaient membres de cette instance. Et durant toutes ces années de travail, les rencontres qu'on fait avec les instances diplomatiques accréditées à Rabat, ou bien les gens qui visitent la région, donc il y a toujours des membres du Conseil royal qui sont là pour faire le plaidoyer, pour expliquer tous les aspects historiques et culturels de la question. Et la Constitution aussi de 2011 érige la régionalisation avancée, n'est-ce pas, messieurs, comme un pilier d'un État démocratique décentralisé. Comment cela se cristallise-t-il, puisque vous êtes en contact permanent avec cette société civile, mais surtout aussi avec les élus dans ces régions, dans les provinces sahariennes? Dans les provinces du Sud, la première remarque qu'on peut faire, c'est le taux de participation politique dans toutes les élections qui se sont déroulées dans la région. C'est parmi les taux les plus élevés à l'échelle nationale. Donc on arrive à 76% pour les dernières élections, avec une forte participation des femmes et des jeunes. Et d'ailleurs, toutes les instances élues dans les provinces du Sud, c'est des Sahraouis. On a plus de 52 parlementaires sahraouis dans le Parlement marocain avec les deux chambres. On a les présidents de région, c'est des Sahraouis. On a les conseillers. Président de la Chambre des conseillers aussi. Bien sûr, le président, c'est la quatrième personnalité de l'État marocain, c'est quelqu'un originaire de l'Ayoun. Donc la participation politique, c'est un vrai atout et c'est une sorte de réponse vivante et réelle aux autres qui se permettent de dire qu'ils représentent le peuple sahraoui. Donc la vraie représentation, c'est la représentation des élus et des chefs de tribus qui sont au Sahara marocain. Ils exercent leurs droits, ils participent dans tous les domaines, et pas ceux qui sont de l'autre côté et qui s'autoproclament représentants légitimes du peuple sahraoui et qui n'ont jamais fait d'élection démocratique, tandis que toutes nos élections s'étaient observées par des observateurs internationaux, par des organisations internationales, etc. Exact. Rachid Boufous, qu'est-ce que finalement a changé cette Constitution 2011 dans la perception de la régionalisation avancée et qui s'est concrétisée finalement plus dans les provinces du Sud qu'un peu plus tard, hein, oui, dans le reste des régions du royaume, et aussi comment cela peut être un socle crédible, réaliste sur le terrain pour cette autonomie sous souveraineté marocaine. Alors c'est un rêve qui était porté par Feu Sa Majesté Hassan II, déjà sur la régionalisation, où il pensait justement sur le Maroc futur qui pourrait ressembler au Länder allemand. Ça a été repris par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en proposant justement cette régionalisation avancée à toutes les régions du Maroc, avec une reconfiguration des régions, du nombre de régions, donc pour justement consolider les économies régionales, pour qu'elles aient du sens. Aujourd'hui, nous tenons une régionalisation qui tient la route. Il faut la mettre en exergue. Et je pense que ce plan d'autonomie donc du Sahara peut servir justement dans cette future région comme modèle aux autres régions, parce qu'encore une fois, toutes les tendances aujourd'hui mondiales vont vers la déconcentration donc, des pouvoirs centraux vers les régions, dans beaucoup de secteurs, notamment sur la santé, sur l'éducation, sur les travaux publics. Donc aujourd'hui, l'État central peut en quelque sorte se décharger d'un certain nombre de prérogatives qui sont très lourdes à gérer administrativement et qui empêchent les régions justement de vraiment dessiner leur avenir comme ils le sentent.
Aujourd'hui, c'est l'affaire des élus locaux, c'est un travail aussi de formation aussi de ces élites locales pour qu'elles puissent justement se prendre en charge. Je pense que le Sahara aujourd'hui, à travers les cadres qui ont été formés depuis une cinquantaine d'années, sont composés vraiment de cadres de très haute qualité. Hein. Nous avons plusieurs gouverneurs, plusieurs walis, plusieurs patrons de sociétés qui sont originaires de ce Sahara. C'est un travail que le Maroc a fait pour former justement la jeunesse de cette région. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle étape, avec l'ouverture des CHU, donc la formation au métier de la santé, des médecins, des infirmières, etc. Et puis les universités. Donc nous avons aujourd'hui un socle très important qui est aujourd'hui initié au Sahara, qui peut servir de modèle aux autres régions, parce qu'encore une fois, on va installer l'autonomie, mais il va falloir aussi donner un cadre déconcentré aux autres régions du Maroc pour équilibrer l'ensemble. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que le fait régional aujourd'hui est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut déconcentrer certaines prérogatives, même les plus importantes, enfin pour les laisser juste celles primordiales, hein, comme les affaires étrangères, comme la défense, comme la justice, mais tout le reste, l'État central peut se déconcentrer, peut déléguer ses pouvoirs régaliens, qui étaient régaliens avant, vers les régions. Ces contre-pouvoirs locaux, justement, les conseils élus, font-ils ou sont-ils pleinement opérationnels aujourd'hui dans ces régions, Mohamed Taleb? Oui, bien sûr, ils sont opérationnels. On voit ça dans leurs réunions, dans les projets qu'ils font. Il y a un plan de développement pour chaque conseil. Bien sûr, il y a toujours des déficits, comme on peut noter dans tous les conseils à l'échelon national. Il y a des problèmes de gouvernance. Mais une chose que je veux ajouter concernant cette autonomie, ça ne va pas seulement changer le Maroc. L'autonomie, c'est un défi qui va changer toute l'Afrique. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de frustrations plus grandes que celles qu'on a avec ce différend régional concernant les provinces du Sud. Tous les pays africains, ils ont des frustrations. Donc automatiquement, tout le monde est en train d'attendre cette expérience marocaine et comment est-ce qu'il pourrait bénéficier à ce changement géopolitique de toute l'Afrique et de notre voisinage proche. Vous pensez que ce modèle justement de régionalisation avancée, parce que c'est cela finalement, cette autonomie sous souveraineté marocaine, cette régionalisation avancée peut être exportable vers d'autres pays africains pour une décentralisation de la démocratie? Le projet d'autonomie, c'est plus que la régionalisation. C'est un projet très très grand, avec une grande dimension. Et sûrement, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de frustration dans tous les pays africains, voire même notre voisinage proche, dans lesquels il y a beaucoup d'entités qui ne se trouvent pas dans leur État central et qui attendent voir la réussite de notre projet. Donc c'est un projet qui aura de l'impact sûrement sur les aspirations de tous les peuples africains. Donc il y a certainement un avant et un après 31 octobre Sûrement. 2025, pas seulement pour le Maroc. Sûrement. Il y a, nos amis qui nous contactent chaque jour pour voir les développements, etc., vraiment, il y a de très très grandes attentes et ça va ouvrir la porte à une vraie démocratisation des pays africains. Exact, à travers les régions Rachid Boufous. Mais selon vous, comment va prendre forme cette autonomie déjà dans le psyché des populations? Comment pourrait-il voir cette autonomie sous souveraineté marocaine? Alors aujourd'hui, ce qui est important déjà, c'est que les gens vont prendre leur destin en main. C'est déjà très important. C'est l'aspiration de tous les peuples. D'ailleurs, cette autonomie porte en elle-même les germes d'une autodétermination, parce qu'encore une fois, les gens vont prendre en main leur destin. Donc c'est très important, cette idée. Et déterminante. Hein, ah bien sûr, voilà. il faut vraiment y mettre la parce que c'est ça, au fait, le nœud du problème, c'était d'exprimer cette autodétermination. Or, à travers justement cette autonomie, les gens vont se déterminer puisqu'ils vont gérer eux-mêmes leurs affaires. Donc c'est à ça qu'aspiraient justement les populations, à ce qu'aspirent les populations partout. Donc nous avons vraiment, Sa Majesté, en faisant le plan d'autonomie, est parti très loin. Donc c'est un projet vraiment très intelligent
bien pensé, où c'est pour cela que les nations les plus développées se sont ralliées à ce plan. Hein. S'il était faible, jamais elles ne l'auraient voté, mais parce qu'il porte les germes justement d'une autodétermination, donc des populations par la gestion par elles-mêmes de leur propre avenir, de leur propre destin. Maintenant, comment le mettre en place? Bien sûr qu'il y aura des négociations entre les parties, toutes les parties. Nous ne sommes plus dans une question de droit international, mais nous sommes aujourd'hui dans un dossier politique. Nous sommes dans la pérennisation de la paix. Il faut absolument que la paix puisse continuer dans cette région et qu'il n'y ait plus de bruit de canon, ni de bruit de bottes. Malgré toutes les provocations, hein, vous savez d'où qu'elles viennent. Et vous savez très bien que c'était une question beaucoup plus de leadership que d'intérêt ou d'aide envers ces populations du Polisario de la part de l'Algérie. Donc je pense que les Américains aujourd'hui qui sont rentrés dans le jeu, avec cette proposition du président Trump à travers son envoyé spécial au Moyen-Orient, de faire asseoir autour d'une table les personnes concernées et pas simplement les personnes intéressées. Et vraiment pour les faire parties concernées qui sont au nombre de 4, hein, qui sont au nombre de 4, le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie. Dans cette résolution 2797, bien sûr. Parce que c'est pas que les États-Unis, voilà. C'est certes le penholder, mais il y a eu consensus à travers ces 11 votes pour que les 4 parties qui ont été attestées sur cette résolution sont le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, pour encore une fois trouver une solution pour une paix durable, d'accord, et que nos frères qui sont séquestrés de l'autre côté, à Tindouf, peuvent revenir, retrouver leur famille, retrouver leur terre en paix et prendre en main leur destin avec leurs frères qui sont ici dans les provinces du Sahara, bien sûr sous souveraineté marocaine, parce qu'encore une fois, c'est la meilleure solution. Parce que créer aujourd'hui un État fantoche entre le Maroc et la Mauritanie, c'est quelque chose qui n'est pas viable, d'autant plus que nous sommes sur un territoire qui représente plus de 50% de la superficie globale du Maroc depuis 1975, avec une population 15 ou 20 fois moins importante. Donc encore une fois, et vu les investissements, moi cela fait 20 ans que je travaille au Sahara. Il y a 20 ans, l'Aïon n'était même pas le tiers de ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, pour vous montrer à quel point le Maroc a investi. Eh bien, quand on parle justement du Sahara marocain, à vous entendre, aussi on parle souvent de développement accéléré. Bien sûr. Alors, comment le Maroc a pu transformer l'aménagement du territoire en acte de souveraineté? Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Espagne a gouverné ce territoire pendant 90 ans. Elle n'a pas construit un seul kilomètre de route, par exemple. Et le Maroc aujourd'hui, il fait presque une autoroute, hein, la voie dédoublée de Tiznit jusqu'à Dakhla, elle va aller jusqu'en Mauritanie, en même pas 4-5 ans. Donc imaginez les investissements. Aujourd'hui, l'eau potable, elle n'existait pas avant 1975 et nous sommes sur désalinisation de l'eau de mer depuis pratiquement 40 ans. Donc vous avez un débit constant d'eau 24 heures sur 24 à l'Aïon. Aujourd'hui, l'Aïon était en 1975, c'était un petit bourg à 15-20 000 habitants, grand maximum, en rassemblant toutes les tribus qui étaient à Gounia, qui étaient à Trafaya, qui étaient à Bouchdor, etc. Aujourd'hui, rien que l'Aïon, nous dépassons les 150 000 ou 200 000 habitants. Je pense aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, 200 000, voilà, 300 000 habitants. Moi, quand je suis arrivé aujourd'hui en 2005, je vous dis, en 2005, la ville, elle s'arrêtait presque pas loin de l'aéroport. Donc aujourd'hui, on va sur plus de 15 km en profondeur dans la ville, dans toutes les directions. C'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'actions de l'État marocain, mais aussi des opérateurs marocains. Parce qu'il faut savoir aussi que beaucoup d'opérateurs marocains sont venus au Sahara investir dans tous les métiers, c'est-à-dire les métiers de la mer, mais aussi dans le bâtiment, mais aussi dans le tourisme. Et il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et je pense qu'aujourd'hui, après le 31 octobre, il faudrait faire une deuxième marche verte, mais c'est une marche du développement, pour arrêter finalement, mettre fin aux dernières frilosités des opérateurs, qu'ils soient marocains ou internationaux, pour venir investir
Parce que, je le dis toujours, le Sahara, c'est la nouvelle frontière. C'est là où les pionniers, donc ceux qui vont construire le Maroc de demain, doivent venir aujourd'hui. Alors, si Mohamed Talb, est-ce que c'est finalement, nous nous trouvons aujourd'hui dans le laboratoire de l'avenir? Parce qu'on parle d'usines de dessalement d'eau de mer il y a 40 ans, alors que nulle part ailleurs dans le royaume, ni dans la région, d'ailleurs, on en parlait. Oui, effectivement, la région, c'est un chantier ouvert. Oui. C'est un vrai chantier ouvert. Depuis l'arrivée, depuis la marche verte d'ailleurs, il n'y avait rien, comme vient de le noter M. Boufous, un petit quartier administratif espagnol, exact, avec des petits dômes, etc. Un petit château d'eau potable qu'on a amené de Fomeloued par canalisation, et il y avait de l'eau de mer dans les maisons. Donc c'est tout ce qu'ils ont laissé, avec une église et un hôpital, un petit hôpital qui était spécial pour les militaires espagnols. Avec le résultat actuel, c'est un CHU, université de médecine, des instituts d'infirmiers. Donc on a changé l'image et tout ça a été fait par l'investissement national direct. Parce que le problème qu'on a ici, c'est l'investissement étranger. Il se cache toujours derrière le conflit politique. C'est une région qui n'est pas sûre, etc. Comme vous le savez, comme le dit Marx, le capital a toujours peur. Donc il ne veut jamais investir dans la région. Maintenant, avec cette résolution, la donne qui est très très importante, c'est qu'on a ficelé le problème de souveraineté. On ne discute plus la souveraineté du Maroc sur la province du Sud. C'est un acquis et c'est une recommandation du Conseil de sécurité. C'est écrit noir sur blanc et c'est ce que les autres ne veulent pas savoir. Donc ce que nous allons mettre sur la table des négociations, ce n'est pas la souveraineté du Maroc, mais c'est le plan marocain d'autonomie pour sauver leur face à eux. Donc maintenant, la balle est du côté des autres parties. Soit ils doivent la saisir comme il le faut et s'intégrer dans l'avenir. Sa Majesté a parlé dans son dernier discours d'une chose aussi qui est très très importante et très significative. C'est cette souveraineté économique. Exact. Elle a parlé de souveraineté économique et c'était un mot très très significatif, très très fort. Veut dire maintenant les gens qui avaient peur de l'investissement dans la région pour des raisons ou des autres, c'est plus le cas. La souveraineté marocaine maintenant, elle est déterminée par la dernière résolution du Conseil de sécurité. Donc ils n'ont qu'à venir et voir les grands chantiers, les grands projets intègres que Sa Majesté a lancés, le projet de l'Atlantique, le port de Dakhla, la route qui va mener au pays du Mali ou du Niger et du Burkina. Alors tout ça, c'est un changement brutal, un changement très très grand chantier et les investissements étrangers, ils vont venir sûrement, on commence à les voir déjà et on n'a qu'à remercier aussi les pays amis qui ont eu confiance dans notre projet et qui l'ont soutenu depuis toujours, pays arabes, pays européens, et on n'a qu'à remercier essentiellement les Américains pour le travail qu'ils ont fait ces dernières années, et aussi nos amis français et nos amis arabes qui nous ont soutenus dans cette guerre diplomatique qu'on a fait et que la diplomatie marocaine a su gérer avec persévérance et aussi une vraie croyance de notre droit à notre intégrité territoriale. Les temps longs du Maroc, Rachid Boufous, l'Agence du Sud travaille souvent dans le silence, mais avec une efficacité déconcertante. Oui. Est-ce que c'est la clé aussi du succès dans le sud du Maroc? C'est le temps long, l'efficacité et la discrétion. Tout à fait. Quand elle a démarré en 2004, Sa Majesté avait désigné une personne hors pair, c'est Ahmed Hadji, qui a fait énormément de choses, qui a vraiment été le premier directeur général de l'Agence du Sud, qui a très bien compris. Donc c'est ça, mais il a très bien compris les populations.
Et les populations l'ont compris aussi. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui encore, les populations du Sahara demandent justement des nouvelles encore de CHJ et disent renvoyez-nous CHJ, on veut le voir. Juste pour, je caricature à peine. Mais quand j'ai démarré, j'étais vraiment l'un des premiers architectes à avoir, à l'appel justement de l'Agence du Sud, de venir travailler sur ce territoire où il y avait beaucoup de problèmes. Les autorités de l'époque ne voulaient pas vraiment voyer d'un œil un peu suspect une agence trans-administration qui venait justement marcher sur leur plate-bande. Mais les cadres de l'Agence du Sud ont vraiment travaillé avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, pour vraiment satisfaire tout le monde et pour dire qu'aujourd'hui, ils étaient le bras séculier de l'État, ils n'étaient pas là pour déranger qui que ce soit, ni de marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Et ce qui a été fait à l'Agence du Sud en matière de formation de cadres est exceptionnel parce qu'il y avait strictement plus de 70%, si ce n'est 80% des cadres qui ont travaillé à l'Agence du Sud sont ou étaient originaires des provinces du Sud. Donc il y a toute une formation de cadres. D'ailleurs, plusieurs cadres qui ont travaillé à l'Agence du Sud sont aujourd'hui gouverneurs. On peut parler de Sihboua, qui est gouverneur de la province de Stade. On peut parler de Sidaha, qui est gouverneur d'El Jadida. Donc, ils sont des cadres de l'Agence du Sud. Donc, ça a été une école de formation et ça a été aussi un vrai moteur de développement parce qu'elle a vraiment couvert tous les champs possibles, donc de l'investissement. Moi, j'avais été appelé pour travailler sur les villages de pêche, où il y avait un vrai problème de regroupement de la pêche artisanale le long de la côte atlantique. Donc, il fallait d'abord convaincre les autorités qui étaient ici de la pertinence de regrouper ces villages de pêche pour construire des marchés, des halles aux poissons, pour qu'il y ait de la traçabilité. Cette traçabilité du poisson était demandée par l'Union européenne. Donc, il fallait fédérer des activités artisanales pour devenir moderne, pour justement donner une nouvelle image de ce qu'est aussi les industries du poisson reliées à la mer. Et ça a permis l'éclosion de beaucoup de promoteurs, d'entrepreneurs et d'opérateurs dans les métiers de la mer. Et ça continue. Et ça a été aussi dans beaucoup de secteurs et surtout la mise en valeur du patrimoine culturel, oral, la musique sahraoui, tout ça a été fait. Comment préserver cela tout en modernisant? Parce que c'est assez particulier. Ce sont c'est-à-dire qu'il y a cette culture hassani qui est très présente et très riche, mais en même temps, on a une région qui est en plein essor et en pleine modernisation. Comment on arrive quand même à avoir cet équilibre entre tradition et modernité? Justement, ce qui a été fait de manière très intelligente par l'Agence du Sud et par ses cadres, c'est d'abord d'écouter les populations. Le nombre d'ouvrages qui ont été consacrés à la culture saharienne depuis 20 ans par l'Agence du Sud est phénoménal. On dépasse plus de 15 ouvrages, qui sont faits par des spécialistes, principalement marocains, principalement du Sahara, mais aussi étrangers. Donc c'était très important de faire connaître la culture saharienne au reste du Maroc et aussi au reste du monde. Donc c'est d'abord cette écoute qui était très importante, qui a été instaurée. Après, les outils qui sont venus, qui ont été promus par l'État, nous nous trouvons aujourd'hui dans une superbe médiathèque qui est un outil culturel mis à la disposition de la population de l'Aïoun pour justement faire communiquer cette mémoire, cette tradition, toute cette richesse. Vous savez, ici, quand vous vous baladez dans le Sahara, le désert n'est pas si désert que ça. Et le silence n'existe pas dans le désert. Donc c'est quelque chose qui nous a été narré à travers plusieurs explorateurs. Saint-Exupéry en a parlé, Odette du Pigodeau en a parlé, Théodore Monod en a parlé. Voilà, donc il y a énormément de gens. Et puis le prix Nobel de littérature, Le Clésio, qui est marié à une Sahraoui, une Aroussia, qui a raconté dans Désert justement l'épopée de Ma'al-Aïnin et tout ce qu'il avait vécu. Donc ce qui fait que ce territoire intéresse énormément de monde, au-delà du Maroc. Et ce que nous avons fait ici,
quelles que soient les catégories d'intervenants, que ce soit les architectes, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les gens de la culture, les gens du spectacle, etc., nous le faisons dans un seul but. Ce n'est pas simplement développer ce territoire, mais aussi de préserver sa mémoire, de préserver ses traditions et de pouvoir transmettre aux générations futures cette épopée extraordinaire qui a fait que toute une nation s'est mobilisée autour de son roi en novembre 1975, non seulement pour récupérer la terre de ses ancêtres, mais aussi de ne pas abandonner nos frères au Sahara, surtout avec les tentatives de, je ne dirais pas c'est-à-dire l'Espagne avait fait tout un travail de gommage, en quelque sorte, si je puis dire, de la nation, enfin, du Saharaoui, et pour vraiment le rendre une population qui appartient à autre chose qu'au Maroc. On voulait vraiment l'hispaniser, on voulait vraiment la déraciner. Et ça, c'est le projet colonial. La France l'a très bien réussi en Algérie, regardez le résultat aujourd'hui. Et on voulait faire la même chose au Sahara. Heureusement que le Maroc était là, était présent pour justement, voilà, pour arrêter justement ce travail d'assimilation, enfin de négation. La prière du vendredi. Voilà. Et ça, c'est très important que vous le dites, parce que depuis 1915, il y a, après que le Maroc ait fait, signé son protectorat avec l'Espagne en novembre 1912, après qu'il ait signé le premier protectorat avec la France en mars 1912, l'Espagne désigne un représentant du sultan dans la partie du Rif et dans la partie du Sahara. Moulay Mehdi, le Hassan d'abord, qui était naïb du sultan, après son fils, Moulay Hassan Ben Mehdi, qui va prendre le relais dans les années 20 et qui va rester jusqu'en 1956, qui était vraiment le vice-roi, non seulement du Rif, mais aussi du Sahara, et dont ces deux territoires dépendaient en matière de souveraineté, mais aussi en matière spirituelle, puisque la prière du vendredi était dite au nom des sultans du Maroc, c'est-à-dire au nom de Moulay Youssef et au nom de Sidi Mohamed al-Khamis. On faisait le dua voilà. Chaque vendredi. Oui. On faisait le dua chaque vendredi voilà. Au roi du Maroc, au sultan. Jamais même il n'y a eu sous le protectorat espagnol ici. Voilà. Et donc, en 1956... Ça, ce sont les populations qui le faisaient. Bien sûr, et en 1956... Dès cette bay'a, finalement, elle était là malgré le colonisateur, voilà, la présence et justement, du colonisateur. Avant que le Maroc n'obtienne l'indépendance de ces territoires du nord du Rif, Franco s'était adressé à Moulay Hassan Ben Mehdi en essayant de... Il lui dit, venez, je vous fabrique un sultanat au nord et au sud du Sahara. Et Moulay Hassan Ben Mehdi lui dit, non, jamais de la vie, parce que j'ai toujours été naïb du sultan. Et maintenant, une fois qu'on obtiendra l'indépendance, je lui remettrai justement l'autorité sur ces nouveaux territoires. Et c'est ce qui a été fait. Et les Espagnols, quand ils ont été éconduits par ces Marocains fidèles donc au trône, ils ont fabriqué la notion de peuple sahraoui qui n'existait pas. Il n'y a qu'un peuple marocain. Au Sahara, on a voulu aussi faire un projet justement d'un petit État et on a fait la promotion de personnalités du Sahara, notamment créant un parti qui s'appelle le PONS, le Parti nationaliste du Sahara, à la tête de laquelle l'Espagne avait mis Khalil Naoul Darchid. Elle avait fabriqué la Jma'a, à la tête de laquelle elle a mis Khatr Ould Sidi Saïd Jmani. Mais encore une fois, ces Marocains qui étaient fidèles secrètement à la monarchie marocaine vont déjouer tous les plans, puisque très vite, Khalil Naoul Darchid va venir faire sa bay'a donc à Sa Majesté Hassan II, et quelques mois plus tard, Khatr Ould Sidi Saïd Jmani avec l'ensemble de l'Ujma'a vont aller à Gadir et vont faire justement, dans le siège de la Marche Verte, vont faire leur acte de bay'a à Sa Majesté Hassan II, l'allégeance. Donc pour vous dire encore une fois, même les gens que l'Espagne a choisis pour faire son projet post-colonial n'a pas réussi. Et encore une fois, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est le triomphe de la vérité et de la bonne foi du Maroc
parce qu'il a toujours été, les Marocains ont toujours été croyants. Vous savez, les 350 000 personnes qui sont rentrées à Tah en novembre 1975, ils ne portaient qu'un Coran et un drapeau. Ils étaient totalement désarmés. Mais ils avaient leur foi inébranlable dans la récupération de leur pays. Voilà. Si Mohamed Talb, peut-être un complément d'information et pour finir peut-être cette très belle discussion, donc on fait des flashbacks dans l'histoire, on revient sur le présent. Quid de l'avenir après ce 31 octobre 2025? Comment voyez-vous l'avenir de ces provinces du Sud? Nous sommes ici à Laayoune, beaucoup de changements, vous le disiez à très très juste titre tout à l'heure, c'est un chantier ouvert, c'est aussi une jeunesse. Effectivement, c'est l'aspiration des jeunes, comme on l'a dit l'année dernière, si tu te souviens bien, on a parlé des attentes. Donc c'est cette jeunesse qui est bien formée, bien instruite et intègre surtout, et qui cherche du travail. Donc le premier défi qu'on a, c'est de trouver du travail pour ces centaines, ces milliers de jeunes qui croient en leur patrie, qui s'investissent dans la vie politique marocaine en général. Donc l'avenir, je pense, c'est un avenir très très prometteur. Espérant que les autres parties concernées s'assoient à table pour clore définitivement ce problème. Il y a pas mal de chantiers ouverts dans la région et qui pourraient régler tous les problèmes de notre jeunesse et aussi de nos jeunes qui sont de l'autre côté, dans les camps nos frères dans les camps de l'Hmada, dans des conditions misérables. Donc c'est une occasion pour eux aussi de venir, de s'intégrer avec leurs cousins, leurs frères, leurs familles. Et quoi de mieux que cet appel de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Sa Majesté le roi Mohammed VI, ce 31 octobre, s'est adressé directement à ces filles et fils du Sahara qui sont séquestrés dans les camps de Tindouf, dans ces camps de la honte. Il s'est aussi adressé au chef de l'État algérien, bien sûr, en le nommant en personne. Hein. Et d'ailleurs, cette nouvelle fête nationale, qui est la fête de l'unité, elle est plus que symbolique sur ce terme. Donc venez, chers cousins, chers frères, chers concitoyens, venez chez vous construire et fêter avec nous cette fête de l'unité comme l'a instauré Sa Majesté le Roi, qui est toujours fidèle à soi-même, fidèle à sa vision des choses et à son approche pacifique surtout. Sa Majesté, depuis son intronisation, on a vu l'instant sécurité et réconciliation, on a vu les chantiers de développement humain, on a vu les infrastructures, on a vu tout. Maintenant, avec cette année, c'est une nouvelle fête, c'est la fête de l'unité qui est symbole de cette unité nationale qu'on espère l'année prochaine, comme cette année, Inch'Allah. On verra nos frères et nos sœurs revenir chez eux pour continuer ensemble. Rachid Boufous, 31 octobre, fête de l'unité. Oui. Al-Wahda. Fête de l'unité, fête de l'espoir. Il n'y a pas de fatalité. Parce qu'encore une fois, depuis 50 ans, le Maroc a toujours évité le pire. Il aurait pu enclencher une guerre 1000 fois plus meurtrière qu'elle n'a été. Et je rends hommage encore une fois aux forces de sécurité, aux forces armées royales, à tous ces gens, des forces auxiliaires, à la gendarmerie royale, à tous ces gens qui n'ont jamais cessé depuis ce temps de défendre inlassablement l'intégrité territoriale, à repousser sans utiliser de droit de poursuite contre les gens qui les attaquaient de jour comme de nuit. On a eu des milliers de gens, des milliers de gens qui sont des milliers de soldats qui sont morts, des martyrs, tout à fait. Qui sont les martyrs de la nation. Et je veux que la nation marocaine fête tous ces gens, morts ou encore vivants, qui ont donné leur vie pour défendre ce pays, et que ce panthéon, enfin des héros de la nation, soit ici peut-être à Laayoune, pour dire encore une fois aux générations futures, si vous profitez aujourd'hui du confort, si vous profitez aujourd'hui de cette paix, c'est aussi grâce à ces milliers de gens
qui n'ont jamais fermé l'œil pour défendre l'intégrité territoriale. Et je dis encore, c'est un espoir. Et Sa Majesté l'a dit dans son discours du 31 octobre, en s'adressant une nouvelle fois, en tendant la main vers nos frères et nos amis algériens, en leur disant, venez, on s'assoit ensemble, venez, on fait la paix définitivement, venez, on construit notre avenir commun comme ce qui a été une idée extraordinaire à la fin des années 50, avec justement tous ces gens du mouvement national qui avaient fabriqué justement une unité maghrébine, qui a percé un peu en 1989 avec la création du Maghreb arabe uni, faisant aujourd'hui ce Maghreb définitivement sans gagnant, sans perdant, vraiment en respectant la dignité de chacun et en respectant surtout la dignité de ce peuple qui a longtemps souffert et qui a juste envie de retrouver sa mère patrie, à savoir le royaume du Maroc. Merci beaucoup. Et justement, une fête de l'unité, l'unité de tous les Marocains dans leur diversité. C'est écrit aussi noir sur blanc dans le préambule de notre Constitution de 2011. Le Marocain est fait de plusieurs couleurs. Elles sont hassani, elles sont amazighes, elles sont arabes, elles sont hébraïques, elles sont... Toutes ces composantes font la Marocaine et font le Marocain. Merci encore une fois, messieurs, d'avoir partagé avec nous votre savoir. C'est important de rappeler aussi aux nouvelles et aux anciennes générations d'où l'on vient, cette belle histoire des provinces du Sud et aussi cette fenêtre sur l'avenir après cette journée historique du 31 octobre 2025 qui a consacré le plan d'autonomie comme seule solution pour ce différend régional, solution politique à ce différend du Sahara. Merci beaucoup, Mohamed Talb. Je vous en prie, là. Merci à vous aussi, Rachid Boufouz. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial de questions d'actu que nous avons proposé depuis les Ayoun et ce, en célébrant avec vous ce jubilé d'or d'une épopée qui, toujours en marche, celle de la Marche verte. Merci pour votre attention. Très bonne soirée à tous.